à 22h45 sur Public Sénat. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, un clap de fin pour une journée parlementaire marquée à gauche par le débat sur la fiscalité. Alors que les élus sont confrontés sur le terrain à un ras-le-bol fiscal, Jean-Marc Ayrault dit assumer les augmentations d'impôts. À droite, l'UMP tente de faire oublier la guerre des chefs et d'esquisser un programme commun à l'approche des municipales. Après le rejet du non-cumul des mandats, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, pose la question de l'avenir de la Haute Assemblée et plaide pour un bicamérisme rénové. La mise en examen de Nicolas Sarkozy confirmée dans l'affaire Bettencourt. La décision est tombée ce matin alors que l'ancien président se trouve à Washington pour une conférence. François Hollande, lui, est à New York, à l'ONU. Il s'exprime en ce moment même pour afficher sa fermeté envers le régime syrien. Bonsoir à tous. Quel avenir pour le Sénat? La question est posée par Jean-Pierre Bel après le vote sur le non-cumul des mandats. Le président du Sénat plaide pour un bicamérisme rénové, une vision à l'opposé de celle défendue par Gérard Collomb, le sénateur socialiste de Lyon qui propose un Sénat composé uniquement de présidents d'exécutifs locaux. François Goulin. Face à des sénateurs particulièrement remontés sur la question du non-cumul des mandats, Jean-Pierre Bel veut mettre un terme aux querelles. Le président du Sénat, qui s'est opposé à une exception pour le Palais du Luxembourg, espère qu'une réflexion de fond germera de la polémique. Je souhaite un bicamérisme rénové qui renforce le pouvoir de nos assemblées, qui leur donne le même rôle, les mêmes compétences, une compétence législative générale, qui permettent au Sénat, par exemple, d'avoir une vision prospective, à long terme, parce qu'il serait détaché de la dictature de l'immédiateté. Jean-Pierre Bel rejette un Sénat uniquement consacré aux collectivités territoriales, ressemblant au Bundesrat allemand. Tout l'inverse de ce que pense Gérard Collomb, farouche défenseur du cumul, et cumulard lui-même. Le maire de Lyon veut s'inspirer du modèle allemand. Il suggère un Sénat composé de 250 présidents d'exécutifs locaux qui siégeraient automatiquement à la place des 348 élus actuels. Le Premier ministre a remis tout le monde à sa place sur le non-cumul des mandats. L'Assemblée aura le dernier mot et la loi sera votée. À la veille de la présentation du budget, la fiscalité s'est donc imposée comme le sujet phare des journées parlementaires du Parti socialiste à Bordeaux, avec une volonté des principaux responsables de calmer les troupes sur ce sujet. Jean-Marc Ayrault dit assumer l'augmentation des impôts. On écoute le Premier ministre. Pour encadrer la finance, il ne faut pas en être l'otage. Et ce redressement qui est en marche a un coût, c'est vrai, j'assume ce choix. Parce qu'il a permis de reprendre le contrôle de nos comptes, sans pénaliser le retour de la croissance, tout en finançant nos priorités. Oui, j'assume d'avoir été obligé d'augmenter les impôts. Pourtant, c'est bien la question des impôts et du pouvoir d'achat qui a été au cœur des débats, comme l'ont constaté sur place Mounir Soussi et Jérôme Rabier. Ils sont venus pour préparer tous les dossiers de la rentrée, mais c'est le budget à venir qui préoccupe les parlementaires de la majorité. À la veille de l'annonce du projet de loi de finances en Conseil des ministres, la conjoncture s'impose aux élus. Évidemment, c'est un budget qui est un budget dit de sérieux budgétaire, un budget de rigueur, et qui est un budget qui est effectivement difficile à accepter pour toutes celles et ceux qui espéraient que la gauche revenue au pouvoir puisse ouvrir les vannes. Peu de marge de manœuvre donc. Pourtant, certains élus aimeraient rééquilibrer le budget en faveur du pouvoir d'achat, sans pour autant heurter la ligne gouvernementale. Les parlementaires veulent effectivement avoir leur mot à dire et vont faire remonter un certain nombre de situations. Mais je le répète, ça doit être d'abord un budget orienté vers l'emploi. Et c'est la meilleure façon de défendre le pouvoir d'achat, notamment pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Alors que les pétitions pour baisser la pression fiscale se multiplient à gauche, d'autres élus plaident pour maintenir le cap de réduction des déficits.
La France a aujourd'hui une situation sur le plan social qui n'est pas la pire en Europe. Et c'est vrai que le pouvoir d'achat, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas dégradé pour nos concitoyens. Mais la France va mal. La France va mal dans ses comptes puisqu'on a hérité d'une situation catastrophique. À 6 mois des élections municipales, tout le monde s'inquiète de l'impact des choix budgétaires à venir, ce qui promet des débats animés au Parlement quand le texte y sera discuté. Quant à l'UMP, eh bien, les journées parlementaires se sont déroulées aujourd'hui à Paris, à l'Assemblée nationale. On va d'ailleurs tout de suite retrouver en direct de l'Assemblée nationale Fabienne Keller. Vous êtes sénatrice UMP du Bas-Rhin. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, quel bilan faites-vous de cette journée parlementaire? Est-ce que l'UMP a su surmonter ses divisions et se mettre en ordre de marche pour les municipales? Alors, permettez-moi de dire d'abord que l'UMP a donné un signe. Nous nous réunissons à Paris sobrement, quand le Parti socialiste dépense beaucoup d'argent pour aller au bord de la mer. Nous avons travaillé aujourd'hui sur des sujets comme la fiscalité que vous venez d'évoquer. La pression fiscale est insupportable pour les Français. Nous avons eu un atelier sur l'apprentissage, cette question tellement importante pour nos concitoyens, l'entrée sur le marché du travail de nos jeunes. Et puis un atelier sur les municipales cet après-midi, très dynamique, avec beaucoup de contributions portant sur la rigueur budgétaire, la nécessité d'accompagner les familles, la question des transports, enfin une séance de travail de la journée très positive. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes qui ont été validées par le parti? Vous parliez de l'apprentissage à 14 ans par exemple. Voilà, l'apprentissage. En Allemagne, 1,2 million de jeunes en apprentissage, 400 000 en France, et un gouvernement qui donne un coup d'arrêt en supprimant cet été l'aide accordée aux entreprises qui accueillent un apprenti. Donc une perspective de moins 60 000 jeunes. À contrario des discours du président, c'est moins d'apprentis en 2013 que l'année précédente. Donc oui, des propositions de prise en compte des aspirations des jeunes, peut-être dès 14 ans, pour leur permettre de construire un projet professionnel. Voilà. Il a également été question, je pense, concrètes. de la réforme des retraites, avec une offensive de François Fillon sur eh bien, un départ à 65 ans. Est-ce que cette position a fait l'unanimité aujourd'hui? Alors un positionnement responsable de François Fillon et des autres élus qui ont participé au débat. La retraite est un sujet absolument majeur. Il faut être réaliste. L'espérance de vie a augmenté. L'entrée sur le marché du travail est plus tardive. Donc, prenant en compte la réalité que nos voisins européens vivent aussi et reconnaissons que l'âge de départ à la retraite devra être plus tardif. Est-ce que la question du positionnement de l'UMP en cas de duel Front National Parti Socialiste au second tour des municipales a été à nouveau posée et tranchée? On sait que la cacophonie perdure sur ce sujet. Alors nous avons débattu des municipales et de la présence de ce parti sectaire qu'est le Front National à ces élections. Mais c'est sur le terrain des propositions que nous allons gagner la voix des électeurs. Nous avons évoqué les gestions passées du Front National dans différentes villes qui, il faut le rappeler, se sont terminées dans des débats budgétaires, en fait, des procédures judiciaires tout à fait calamiteuses, puisqu'il y a eu plusieurs endroits où il y a eu des détournements de fonds. Donc c'est ainsi que le FN doit être combattu, c'est sur le terrain de ce qu'il propose et de sa manière de gérer là où il a le pouvoir. Une question, Fabienne Keller, sur le cumul des mandats, ou plutôt le non-cumul qui a été voté par les sénateurs, toutefois en s'excluant eux-mêmes du dispositif la semaine dernière. Jean-Pierre Bel, ce matin, a plaidé à Bordeaux pour un bicamérisme rénové. Que pensez-vous de cette proposition? Est-ce qu'il en va de la survie de l'institution elle-même? Alors je crois que c'est bien que nous réfléchissions à la spécificité de l'émission du Sénat. L'idée de travailler sur la prospective, c'est quelque chose qui est important pour tracer des voies, des axes majeurs. Je suis un peu étonnée du positionnement de Gérard Collomb, qui intervient parfois sur les débats concernant les métropoles, mais peu au Sénat globalement. En fait, de diminuer le nombre de sénateurs et que ne siègent à la Haute Assemblée que les présidents d'exécutifs. Ça, c'est pas une bonne idée de faire un Bundesrat à l'allemande? Non. C'est le modèle allemand, mais cela doit être compatible avec une vision de moyen et long terme de prospective. Cela doit prendre en compte aussi la dimension européenne. Non, je m'étonnais simplement que Gérard Collomb participe à ce débat, lui qui est peu présent au Sénat dans nos discussions.
Une dernière question, Fabienne Keller. Est-ce qu'il a été question de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, alors qu'on a appris la confirmation de sa mise en examen dans l'affaire Bettencourt? Écoutez, nous avons plutôt travaillé sur les thèmes de la journée. Nous avons pris connaissance sur nos iPhones de cette décision qui est un processus judiciaire en cours. Je crois que l'ancien président se défendra dans cette affaire comme il l'a fait jusque-là avec énergie et conviction. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir été en duplex de l'Assemblée nationale. On le disait donc, service minimum pour les journées parlementaires de l'UMP. Députés et sénateurs ont dû se contenter d'une journée à l'Assemblée nationale, à Paris, après les luttes intestines pour la présidence du parti et la polémique sur la fin du Front républicain. Les parlementaires ont tenté de montrer un visage uni et d'esquisser un début de programme commun à 6 mois des municipales. Louis Sibyl. Fin des 35 heures, retraite à 65 ans, apprentissage à 14 ans, les élus ont multiplié les propositions sociales lors de cette journée parlementaire. Des questions de fond pour montrer l'image d'un parti en ordre de bataille pour cette rentrée 2013 et tirer à boulet rouge contre le gouvernement. C'est un moment très important pour nous parce que c'est le moment où tous ensemble nous allons évoquer les grandes lignes de notre action au service des Français durant cette année. Or, cette rentrée, pour les Français, est extrêmement préoccupante. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de redonner confiance aux Françaises et aux Français. Ils sont massacrés par une fiscalité ahurissante de la part des socialistes. En un peu plus d'un an, ils auront mis 17 milliards d'impôts et de prélèvements obligatoires sur les ménages. Ils auront mis 17 milliards d'impôts et de prélèvements sur les entreprises et ils nous disent qu'il en faut encore 7 milliards. Allez, les Français en ont assez et je crois qu'ils le font savoir au président de la République. Une journée aussi pour tourner la page des querelles internes et se rendre audible auprès des Français avec un objectif, les municipales de 2014. Il faut reconstruire la maison, il faut commencer par les bases, et les bases c'est le terrain. Ce sont les élections municipales, les cantonales et les régionales. Je crois qu'on est promis à d'assez beaux succès. Encore faut-il les organiser et éviter les petites batailles d'ego qui auront leur temps. Il y aura des primaires, tout ça on le vivra. Mais pour l'instant, gagnons sur le terrain, c'est vraiment ce dont tout le monde a envie. Néanmoins, Jean-François Copé et François Fillon se sont soigneusement évités. L'ancien Premier ministre n'a d'ailleurs répondu à aucune question. Preuve en est que certains pensent davantage au présidentiel. En bref, seule une minorité de Roms veut s'intégrer en France. Déclaration ce matin sur France Inter de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Et pour cela, il faut que l'Union européenne, je cite, puisse faire en sorte que ces populations soient d'abord insérées dans leur pays. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Les magistrats de Bordeaux ont confirmé la mise en examen de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Ils ont validé l'expertise médicale qui a conclu à la faiblesse de la milliardaire, de quoi assombrir l'horizon judiciaire de l'ancien président. Nathalie Guilloire. Nicolas Sarkozy devant les juges, la question se pose après la validation de la procédure Bettencourt. Une décision qui valide toutes les mises en examen, y compris celle de l'ancien chef de l'État. Et un jugement qui clôt bientôt l'affaire Bettencourt. Cette décision était très attendue par la famille Bettencourt-Meyers. 5 années se sont écoulées depuis le début de cette procédure et maintenant la famille n'aspire qu'à une chose, c'est que cette instruction se clôture et que les magistrats instructeurs qui sont en charge de ce dossier prennent leur ordonnance de règlement. Prochaine étape en effet, l'ordonnance de règlement. Autrement dit, les juges pourront décider pour Nicolas Sarkozy, soit d'un non-lieu, soit d'un renvoi au tribunal correctionnel. Si le juge gentil décidait de renvoyer Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse, l'ancien président risquerait une peine de 3 ans d'emprisonnement, jusqu'à 375 000 € d'amende et une peine de 5 ans d'interdiction des droits civiques civils qui implique l'inéligibilité. Mais avant d'en arriver là, les avocats de Nicolas Sarkozy peuvent encore se pourvoir en cassation pour tenter de faire annuler l'arrêt qui assombrit l'avenir politique de l'ancien chef d'État.
Et pour parler de l'avenir politique de Nicolas Sarkozy, mais aussi des autres sujets politiques de la journée, on accueille sur ce plateau Laurent Geoffrin. Bonsoir, vous êtes directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Nous accueillons également Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes directeur de la publication du site atlantico.fr. Bonsoir à tous les deux. Alors l'affaire Bettencourt est remise sur les rails avec le travail des juges d'instruction qui est validé. Aujourd'hui, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions, à l'exception peut-être d'Éric Ciotti ou de Patrick Ollier. Alors le premier estime que la justice va blanchir l'ancien président, l'autre parle d'acharnement. Une réaction, est-ce qu'ils ont lu le Nouvel Obs avec cette une sur le pouvoir de l'optimisme, Laurent Geoffrin? Oui, peut-être. Ça leur a fait du bien, en tout cas. Mais moi, je crois que vous savez, quand il y a eu cette affaire quand les juges ont entamé la procédure, Sarkozy et ses amis ont dit c'est incroyable, c'est hors de toutes les procédures, c'est totalement illégal, etc. Bon, la preuve que non. Donc là, ils ont déjà perdu une bataille. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Donc on ne peut pas en conclure aujourd'hui que son avenir politique soit assombri. Je ne crois pas. D'autant plus que l'expérience des comptes de campagne montre que sa popularité à droite est quasiment inoxydable. C'est lui qui a commis une erreur, ou en tout cas c'est les gens qui ont organisé sa campagne, et puis c'est tous les braves gens de l'UMP qui ont mis de l'argent, mis la main à la poche pour lui sauver la mise. Donc ça prouve que sa popularité reste très forte, et je pense que là il réussira à faire croire sans trop d'encombre que les juges s'acharnent, qu'il est martyr de la justice et que c'est une justice politisée comme il fait d'habitude. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est que la majorité des Français aient envie de revoir le même film. Ça, c'est une autre question. Jean-Sébastien Ferjou, vous partagez l'analyse de Laurent Geoffrin. C'est pas du tout un coup d'arrêt, cette décision de la Cour de Bordeaux ce matin? Mais non, parce qu'en fait, quand on la regarde, elle est relativement technique. Bien souvent, dans ce genre d'épisode judiciaire, on a l'impression que ce sont des décisions sur le fond qui sont prises. Là, les juges, ils se sont déterminés, ou la Cour d'appel s'est déterminée par rapport à des enjeux relativement techniques, parce que la défense de Nicolas Sarkozy ou la défense d'autres mises en examen avait pointé du doigt des choses qui potentiellement... L'expertise médicale, hein. Oui, mais voilà, mais sur des points de procédure, bien souvent. Là, on ne se prononce pas du tout sur le fond. Et à mon sens, ce dossier-là est relativement creux de toute manière. Donc je ne pense pas que ça mettra que ce soit un coup. On verra effectivement, je ne suis pas le magistrat, je ne suis pas dans le dossier, mais sur l'abus de faiblesse et sur ce qu'on peut en savoir, même sans être dans le dossier, c'est un dossier qui paraît quand même relativement ténu, à minima vu de l'extérieur. Après, sur la politique, pour le coup, je rejoins absolument Laurent Geoffrin. Je pense que ça a très peu d'impact sur l'opinion de toute façon. Quand l'état actuel des choses, on a encore sorti un sondage Atlantico la semaine dernière montrant justement les choix des sympathisants UMP pour 2017, Nicolas Sarkozy progressait encore. Il est de toute façon très loin devant. Il y a au minimum 40 points d'avance par rapport à n'importe quel autre candidat de l'UMP. Donc je ne crois pas du tout que ce soit ça qui puisse l'arrêter. Laurent Geoffrin, effectivement, Nicolas Sarkozy, plus on l'attaque, plus il sort renforcé et plus il a envie de revenir. C'est le cas. S'il était condamné, là, ce serait évidemment un coup d'arrêt quasi définitif. Mais on en est très loin. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de preuve décisive, donc personne ne peut rien dire là-dessus. Mais la situation politique lui est favorable. C'est Blanche-Neige et les 4 nains, c'est-à-dire... C'est-à-dire, c'est qui les 4 nains? On doit pouvoir en trouver 7, cherchons bien. Allez-y, donnez-nous les noms. 7, c'est trop long. Il y a déjà les 3, il y a Copé et Fillon qui se sont pas annulés, parce que bon, ce sont des gens de qualité quand même, mais quand même, ils se sont affaiblis l'un l'autre. Vous avez Juppé qui est derrière en embuscade, et puis il y en a un quatrième, on ne sait pas lequel c'est encore. Mais il y en a forcément un quatrième qui est quelqu'un d'une génération plus jeune, quoi, et qui, lui aussi, aimerait bien se pousser du col, quoi. Et donc vous avez au moins 4, peut-être 5, 6, 7, je ne sais pas, qui s'annulent entre eux. Et puis le souvenir, enfin la mémoire embellit toujours les choses. Donc on se dit, c'est comme la République était belle sous l'Empire, vous connaissez la formule. Le sarkozysme était beau sous le hollandisme, j'imagine qu'il y a ça chez les gens de droite. Mais je suis pas sûr que ce soit juste la mémoire qui embellisse le souvenir. Je crois qu'après, quand on vote ou quand on parle d'une intention de vote, on se détermine par rapport à l'existant. Donc si vous allez au supermarché et qu'il n'y a que 2 produits, même si les 2 vous plaisent pas dans l'absolu, vous direz toujours, et que vous avez besoin d'un des 2, vous allez en prendre un. Ça va être difficile de faire des pronostics sur la présidentielle de combien de temps? Mais de toute façon, oui, c'est dans 4 ans, donc c'est relativement virtuel. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit, vous disiez, est-ce que le fait qu'on s'acharne sur Nicolas Sarkozy finit par lui servir. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je pense que Nicolas Sarkozy continue à incarner... Je n'ai pas dit qu'on s'acharnait, j'ai dit que c'était des propos rapportés, que quand il était attaqué, il avait encore plus la niaque. Vous évoquiez cette idée-là. Je pense que ce qu'il a réussi à incarner entre 2005 et 2007, en vendant l'idée qu'il était l'homme de la rupture, qu'il était celui qui serait capable de renverser la table, de ruer dans les brancards contre l'élite française, contre les énarques, etc.,
cette idée-là, il continue à l'incarner. Il n'en a pas fait grand-chose. Effectivement, si on est dans le souvenir objectif, pendant son quinquennat, il n'en a pas fait grand-chose. Mais si on est dans le comparatif de tous les candidats potentiels, il est celui qui, malgré tout, continue le plus à l'incarner. Et moi, je pense que c'est ça, son vrai moteur politique. Le vrai moteur de sa popularité. Je ne veux pas vous couper. Allez-y. Il y a un problème politique quand même, c'est que les propositions avancées par l'UMP aujourd'hui, dont on suppose qu'elles seraient reprises peu ou prou par le candidat Sarkozy, à mon avis, sont encore plus impopulaires que les mesures que prend Hollande. Parce que si vous regardez, il s'agit d'augmenter la TVA. C'est exactement ce qu'on reproche au gouvernement Ayrault, et dans des proportions supérieures à ce qui est fait, par exemple. De la même manière, il s'agissait de réduire le nombre de fonctionnaires. C'est une chose qui n'est pas forcément populaire, qui est populaire à droite, mais dans l'ensemble du pays, c'est pas du tout évident. Et il y a plein comme ça de mesures. Vous parlez de la rupture. C'est une rupture de type libéral, hein, en gros, qui est demandée par une partie de l'ancienne majorité, de la droite. Cette rupture libérale, à mon avis, en France, est minoritaire. À tort ou à raison, je ne juge pas sur le fond. Je pense qu'elle est minoritaire. Et à partir de là, autant les gens se souviennent de Sarkozy parce que c'était le champion de l'action, qui plaisait par sa personnalité à droite. À gauche, c'était le rejet, à droite. Et autant le programme qu'il va mettre en œuvre, si on prend ce que dit aujourd'hui l'UMP, c'est un programme minoritaire. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'UMP, on n'a pas beaucoup commenté cette décision de justice lors des journées parlementaires, à part les deux personnes citées précédemment. Quelle analyse faites-vous de ce silence radio? Ils sont déjà suffisamment sous l'ombre tutélaire de Nicolas Sarkozy pour ne pas en rajouter quand éventuellement il pourrait avoir un message à porter sur le fond, puisqu'ils avaient des ateliers consacrés, si on a bien compris, à des travaux sérieux. Donc ils ne vont pas en plus en rajouter pour détourner l'attention. Après, pour revenir sur ce que disait Laurent, ne penser en termes de programme qu'en termes de populaire ou impopulaire, évidemment, c'est un sens qu'encore faut-il réussir à se faire lire, mais c'est quand même un peu une asphyxie. Une asphyxie de la pensée, on le voit bien ailleurs en Europe, on le voit avec Angela Merkel, il ne s'agit pas que de flatter l'opinion pour réussir à se faire élire. Parfois, il faut aussi arriver avec une vision d'ensemble et arriver à dire, oui, ça a un coût, parce que de toute façon, tous les choix politiques ont un coût et il y a toujours une catégorie sociale qui va plus ou moins en payer le prix. Et sur la rupture libérale dont vous parliez, je pense qu'il n'incarne pas que ça. Bien sûr, à tout prendre par rapport à la gauche, il est plus libéral, mais il n'est pas libéral, Nicolas Sarkozy. Non, mais la déception qui est exprimée. La France reste colbertiste de toute façon. Mais je pense que c'est autre chose, c'est sur le fonctionnement du système, on en a même déjà parlé, regardez, c'est par rapport au fonctionnement de la Banque Centrale Européenne, c'est par rapport à des espèces de réflexes des élites françaises. C'est par rapport au fait que quand vous êtes président, Premier ministre ou ministre, vous êtes face à votre administration et vous dites, voilà, je voudrais faire ça, et puis en fait de vous avez un inspecteur des finances ou un directeur d'administration centrale qui va vous expliquer, dire oui, c'est très bien, mais non, parce que techniquement, c'est pas possible, etc. Et c'était ça qu'il incarnait. Après, encore une fois, il n'a pas vraiment fait, mais c'est pas que libéral. Ça n'est pas que libéral, c'est dans la capacité sur les journées parlementaires de l'UMP, on a l'impression que les dissensions continuent de pourrir le parti. Ça va continuer tant qu'il n'y aura pas de candidat désigné pour 2007. Il y a toutes les chances, oui, puisqu'ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence, et puis il y a des débats, il y a des fractures idéologiques assez profondes quand même. Alors, sauf si c'est un dérapage total, mais ce qu'a dit Fillon sur le voter éventuellement pour le Front National, encore une fois, je ne juge pas le fond, mais bon, il y en a d'autres qui disent exactement le contraire. Ça, c'est la cacophonie encore. On voit aujourd'hui, la question a été à peine abordée, la position n'est pas claire. Oui, mais là, moi je défends toujours un peu les hommes politiques. Quand ils sont tous d'accord, on dit c'est la langue de bois ou c'est la pensée unique. Alors quand ils ne sont pas d'accord, on dit c'est la cacophonie. Il faut choisir. S'il y a des débats à l'intérieur de l'UMP, c'est aussi assez légitime. Il faut quand même le reconnaître. Effectivement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de candidats. Mais là aussi, alors je les défends, ils ont prévu un système de primaires. Ils ne peuvent pas désigner le candidat maintenant, puisque les primaires, c'est plus tard. Donc tant que les primaires ne sont pas... Donc il y aura 2 années de flottement avant 2016, avant la primaire. Oui, ou de discussion. Il ne faut pas toujours voir la chose en noir. D'avancer, puisqu'il va y avoir les municipales et les européennes qui permettront à chacun de se positionner aussi, notamment par rapport au Front National. Un mot sur les journées parlementaires également du Parti Socialiste, cette fois à Bordeaux. Eh bien, là aussi, on a vu des parlementaires qui faisaient remonter les inquiétudes de leurs administrés en matière de pouvoir d'achat, de hausse des impôts. Et puis aujourd'hui, on a eu une sorte de changement de pied. On a l'impression qu'ils ont eu des éléments de langage pour finalement dire oui, enfin les impôts, c'est bien, ça sert aussi à financer beaucoup de choses. C'est de gauche, les impôts.
Faut vous expliquer ça ce dépend à quel changement de pied. niveau, parce qu'il y avait... Non, le problème de la gauche, et du Parti socialiste et du gouvernement qui s'adresse à l'électorat qu'il a élu, c'est qu'il était prévu au départ de faire payer uniquement la couche supérieure. Enfin, Hérault avait dit ça, il dit 90% des gens ne sont pas affectés par nos mesures. Puis on s'est aperçu que c'était beaucoup plus large que ça. Quasiment Là, l'inverse. non, c'est pas l'inverse. Quand on va regarder les chiffres, les gens riches payent plus quand même, oui, en proportion. Mais quand il a dit l'année dernière, il n'y aura que 10% des Français qui seront d'accord, concernés par les hausses d'impôts. Non, mais enfin, le centre de gravité reste au haut de la pyramide. Le centre Jean-Sébastien Ferjou, sur cette question du ras-le-bol fiscal qui se transforme en riches... j'assume la hausse des impôts de Jean-Marc Ayrault aujourd'hui. Mais parce qu'en termes de com, c'était assez bizarre, à la fois sur le cafouillage, mais même de reconnaître finalement que oui, il y avait trop d'impôts, mais il ne l'avait pas dit jusqu'à présent, et puis de faire une pause et finalement, alors qu'ils ne sont pas prêts à la faire, c'est bizarre de s'engager sur ce terrain-là. Et quand il dit assumer les impôts, mais effectivement, on pourrait assumer les impôts, mais on ne se pose jamais la question de pourquoi, ou pas suffisamment la question du pourquoi, parce qu'on se la pose toujours justement en termes de riches ou de pauvres, mais c'est finalement relativement à la marge. Les impôts, ça sert à quelque chose, ça sert à financer les dépenses de l'État. Et comment ça sert à financer les dépenses de l'État? Et le Français moyen qui paye beaucoup ou peu d'impôts, il peut se dire, en lisant les successions de rapports de la Cour des comptes, en lisant le rapport qui est sorti il y a quelques mois, du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur les, 453 organismes qui sont autorisés à prélever des taxes affectées. Il montre des dérives folles et ça porte sur 112 milliards d'euros. Donc il y a un moment, quand même, on peut objectivement se dire, en évacuant un peu la question de la justice sociale, pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais simplement en se concentrant sur l'efficacité de notre système fiscal, se dire, est-ce que réellement, un euro qu'on nous prélève, il est bien utilisé? Parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient se dire, pourquoi pas assumer au moins pendant une phase transitoire? Je pense que c'est l'erreur du gouvernement, ça. C'est facile à dire, hein, mais il eût fallu, à mon avis, dès le début, dire il y aura des hausses d'impôts, c'est inévitable, étant donné que la situation des finances publiques est très mauvaise, mais nous allons engager tout de suite, et de manière très visible et spectaculaire, un effort de réorganisation de l'État et un effort d'économie, tout de suite. Et on le fait, mais avec 1 an ou 2 de retard. Et évidemment, les gens y croient moyennement parce qu'ils se disent, mais de toute façon... C'est contradictoire. On parle de pause fiscale quelques jours avant. Les Français ont du mal à suivre. Il y a quand même... Mais il faut, alors des charges, il faut dire que depuis 10 ans, c'est la droite qui gouverne. Les dépenses publiques, on ne les a pas réduites non plus. C'est un problème depuis 40 ans. Le dernier budget à l'équilibre, on le sait bien, c'est 1975. Depuis 40 ans, on rajoute des strates en permanence parce qu'à chaque fois, on découvre un nouveau besoin de l'État. Donc on rajoute le RSA, on rajoute la CSG, on rajoute la TVA et on en invente d'autres. Et on ne se pose plus jamais la question de la logique d'ensemble du système. Ce qui fait que la semaine dernière, quand on se rend compte qu'il y a 1 200 000 contribuables, alors après le chiffre a été contesté, mais quand même énormément de contribuables qui sont devenus des contribuables accidentels à cause de la mesure du gouvernement prise sur la Oui. Merci à tous les deux. On va voir le résultat. Merci Jean-Sébastien Ferjou. Merci. On va voir le résultat de la question que l'on pose tous les soirs à nos internautes du nouvelobs.com, notre partenaire. Affaire Bettencourt, Nicolas Sarkozy a-t-il encore un avenir politique? Eh bien, on découvre ensemble les résultats. Ils ont répondu oui à 28%, non à 70% sur 215 votants. Les lecteurs du Nouvel-Obs. Merci à tous les deux. Une nouvelle taxe sur la vente de jeux vidéo pour financer la production française de cette industrie qui subit des pertes d'emplois. C'est ce que propose un rapport du Sénat. Le détail avec Camilia Campusano. Des personnages qui prennent vie peu à peu. Et tu la vois plutôt dans quel style de couleur là, tu vois? Je vois plutôt l'ensemble un peu en rouge avec une bordure un petit peu dorée sur les vêtements. Dans cette entreprise parisienne, on imagine les jeux vidéo de demain, les jeux sur tablette et sur téléphone, un créneau en pleine expansion que ce chef d'entreprise a su exploiter. Il y a de plus en plus de smartphones et de tablettes dans le monde et ensuite c'est un support vraiment adapté pour jouer. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs délaissent un peu les consoles portables pour plutôt jouer sur leur smartphone ou sur leur tablette. Donc ce marché-là est en train d'exploser au niveau mondial, et y compris au niveau français. Et c'est voué à vraiment un bel avenir. Ce marché concerne en particulier les femmes, âgées en moyenne de 35 ans. Et pour cause, il y en a pour tous les goûts. Le personnage court doit éviter des obstacles et doit écraser des cafards. Donc Oggy, c'est un chat.
et les cafards sont ses ennemis. Premier concerné, ce PDG est venu écouter les propositions des sénateurs pour booster le secteur, ce qu'il retiendra ce matin. Une petite taxe d'une dizaine de centimes sur tous les jeux sur support physique qui sont vendus sur le territoire français. 80% de ces jeux viennent d'autres pays, de pays étrangers, et ça permettrait, avec cette ressource créée, de financer, si j'ose dire, le cycle du jeu vidéo français. Une mesure qui sera discutée au ministère de la Culture, parce que les jeux vidéo sont devenus des produits culturels comme les autres. C'est la fin de 24 heures Sénat. Merci de votre fidélité. À 22 h, vous retrouverez Sonia Mabrouk qui consacre ce soir le dossier du mardi à la situation des Roms. Bonne soirée à tous et à demain.